5e causerie était hier après-midi. Elle parlait d'un sujet, alors pour le coup, beaucoup plus technique. Hein. Là, ça ne veut pas dire qu'on posait complètement le cœur parce que tu sais il faut avoir de l'implication très affective pour être un ambassadeur de son entreprise. Mais on était sur quelque chose de beaucoup plus technique en marketing RH, ce qu'on appelle les programmes ambassadeurs. Voici les idées clés qui ont été transmises à l'occasion de cette causerie. On a rappelé dans un premier temps que le sujet de la marque employeur n'est pas que l'apologie des très grandes entreprises avec des services RH extrêmement denses, que même un artisan de 3 salariés a une marque employeur. Il faut arrêter de penser que marque, c'est réservé au monde de la publicité et du marketing, considérant tout simplement que la marque employeur, c'était cette capacité à faire rayonner notre entreprise, c'est-à-dire à communiquer sur son identité profonde, sur ses convictions, sur ses valeurs, sur ce qui fait qu'elle mérite d'exister, sur ses activités, sur ce qu'elle amène au monde. Et que ce grand message, ce pitch quelque part de présentation de l'entreprise était à destination de 2 types de publics. Et on a tendance à penser que la marque employeur, ce n'est que ce premier public que sont les candidats. La marque employeur vise vraiment à optimiser la visibilité et la réputation de l'entreprise. Donc la visibilité, c'est l'art de connaître cette entreprise, de savoir qu'elle existe. Là où sa réputation, c'est l'art de faire aimer cette entreprise, de faire apprécier qui elle est. Et cette optimisation, elle se fait bien évidemment auprès des futurs recrues, qu'on va appeler les candidats, les candidates. Et donc la marque employeur a pour visée d'être au service des processus de recrutement, mais la marque employeur est également au service des parties prenantes internes, de l'ensemble de nos salariés en interne, permettant de nourrir cette fidélité, cette fidélisation, de nourrir un maintien en emploi et si possible un maintien en emploi positif. Donc ça, c'était en entrée en matière, on a bien repositionné vraiment le sujet de la marque employeur. Et puis ensuite, on est allé parler des différentes pratiques qui existent aujourd'hui, constatant à l'occasion d'un petit jeu, constatant que très peu de structures ont l'idée d'embarquer les salariés d'une structure pour parler de cette structure à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui paraît en termes de bon sens juste fou, de se dire qu'on délègue le portage d'un message qui est sublimer ce que je vis à l'intérieur, c'est délégué à un service RH qui doit écrire des annonces sur des job boards. On a constaté à l'occasion de ce petit jeu que pour fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices, on investissait davantage dans des baby-foot, des corners gourmands et des team building que dans Madame Michu qui adore son boulot, qui adore sa boîte et qui serait en interne la meilleure personne pour vérifier que tout le monde va bien et écouter les gens, etc. Et donc, en marque employeur, dans la nouvelle façon de regarder les choses, et c'est là où ça se rapproche beaucoup évidemment de la QVT, c'est de dire arrêtons de confier uniquement au service RH et au service communication les pratiques de marque employeur, ouvrons la possibilité aux collaborateurs et aux collaboratrices motivés de s'impliquer et de contribuer à faire rayonner notre marque en interne comme en externe. C'est là qu'est né le concept d'ambassadeur, à la base plutôt dans l'univers des réseaux sociaux, considérant que tout ce qui est LinkedIn, Facebook, etc., étaient des outils plus largement utilisés par les gens et donc plus accessibles pour relayer de la communication. Attention, un programme ambassadeur aujourd'hui ne se cantonne absolument pas à une collaboratrice qui est OK pour écrire des billets sur une page LinkedIn et les relayer sur son compte personnel. Ça va bien au-delà des réseaux sociaux. Donc, un ambassadeur, c'est quoi concrètement? C'est un salarié, une salariée qui va lever le doigt et qui va dire moi, je suis partant, je suis volontaire pour contribuer au rayonnement de notre entreprise en interne ou en externe. Mais ça ne se fait pas n'importe comment et plus de la moitié de la causerie a été consacrée à une alternance de conseils de bonnes pratiques que j'ai pu dispenser et d'échanges avec les participants sur les prérequis de la mise en place d'une telle démarche. Je suis passée d'ailleurs très très vite dans la causerie sur le premier prérequis qui consiste à avoir une entreprise attractive, sous-entendu stop au washing. Quand on fabrique une promesse en marque employeur pour des candidats,
quand on leur raconte l'expérience extraordinaire qu'ils vont vivre à l'intérieur et qu'à peine le doigt de pied mis à l'intérieur, ils se rendent compte que c'est complètement erroné. En fait, tout ça, vraiment, c'est à courte vue et il s'agit vraiment de très rapidement arrêter ce genre de choses parce que, en fait, c'est un gâchis de temps et d'énergie pour tout le monde et ça fabrique des effets déceptifs qui sont au final extrêmement, en boomerang, extrêmement abîmants, en fait, pour l'entreprise. Donc, dans la causerie, on était parti du principe que toutes les personnes qui étaient présentes et intéressées par le sujet travaillaient dans des boîtes où il faisait bon vivre et bon travailler, et donc que l'entreprise était attractive. Mais on rappellera quand même que c'est un prérequis. Le deuxième prérequis, on a parlé des qualités des futurs ambassadeurs et ambassadrices, à la fois qualité personnelle, mais aussi sur la dynamique de leur engagement, notamment liée au volontariat. Hein, voilà. Et puis, on a parlé de l'allocation des ressources, qui est absolument nécessaire, parce qu'à partir du moment où on demande à un salarié ou une salariée de faire cet effort de marketing RH, ça vient en plus de sa fiche de poste, ce n'est pas inscrit dans sa fiche de poste, et que donc, il est de bon goût que de réfléchir à comment lui donner la possibilité de faire ce rôle qui est quelque part bénévole au sein d'une entreprise, la plupart du temps commerciale. Voilà, donc il y avait quand même des raisonnements à voir là-dessus. Et puis ensuite, j'ai pu transférer à l'occasion de cette causerie une méthodologie qui est celle qu'on utilise nous sur le terrain et qui me semble avoir fait ses preuves. Et donc voilà, on a beaucoup échangé autour de ces étapes et notamment du caractère extrêmement participatif qu'il est nécessaire d'avoir. Parce qu'à partir du moment où on réunit un groupe de personnes motivées, c'est un peu comme quand on crée un projet transversal dans une entreprise. On ne peut plus se permettre de fonctionner de manière ascendante et pyramidale. Vous ne pouvez pas, vous, DRH, animer une démarche programme ambassadeur avec un plan d'action que vous avez écrit et en demandant aux gens de mettre leur nom en face d'une mission. Il faut absolument faire avec la bonne volonté des gens, donc les impliquer dans le processus. Et on est vraiment, à l'occasion de ces collectifs d'ambassadeurs, pour moi, à mon sens, et ça c'est assez magique, on leur offre des cocons où à l'intérieur d'une entreprise un peu classique en termes d'organisation, ils vont pouvoir expérimenter des modes de gouvernance partagés, des nouvelles façons en fait de vivre un projet ensemble. Et en ce sens, ça me paraît hyper intéressant pour la dimension de l'entreprise inclusive. Voilà ce qu'on a partagé. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des questions? Gwendoline nous dit c'est assez complexe d'embarquer les gens dans ces topics. C'est le frein que j'observe. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile, Gwendoline, selon votre expérience? Très simplement, c'est le fait que les gens n'ont pas le temps parce qu'ils ont déjà leurs propres tâches au quotidien et que du coup, tout ce qui va être autre, en plus, etc., en fait, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est assez compliqué, même au niveau manager, de faire comprendre que cet intérêt-là, c'est une économie pour la suite et que ça fera des bénéfices pour la suite et qu'en fait, ça peut pas avancer si personne s'y met. Donc, c'est très compliqué. Bah, d'autant plus que ça a toujours été, ce que je disais tout à l'heure, ça a toujours été le rôle des RH. Donc, quelque part, pourquoi moi, manager ou moi, ouvrier sur la chaîne de production, je devrais prendre du temps bénévole. Enfin, donc, il y a une forme d'hérésie au départ. Et en fait, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que les personnes s'y mettent à partir du moment où elles y trouvent un intérêt. D'ailleurs, pendant la causerie, si vous revisualisez le replay, vous verrez qu'on a fait toute une séquence autour des motivations à devenir ambassadeur. Et j'évoque notamment l'exemple d'une entreprise qu'on a personnellement accompagnée, où clairement, si les collaborateurs et les collaboratrices ne se mettaient pas à donner un coup de main pour le recrutement, tout le monde finissait en burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai pas le temps pour une tâche qui me semble secondaire. Mais d'un seul coup, si mon poste ou ma santé est conditionnée par le fait de faire cette tâche, alors je trouve le temps pour le faire. Enfin, c'est comme tout dans la vie, en fait. Hein. Le tout, c'est d'avoir derrière le moteur de l'envie. Et parfois, le moteur de l'envie, il vient parce qu'il y a des risques et il y a des peurs derrière. On a pas mal parlé d'ailleurs aussi à l'occasion de cette causerie des méthodes de gratification de celles et ceux qui donnent un coup de main, avec quelqu'un qui très rapidement a posé la question de alors, c'est quoi la carotte, quoi? C'est quoi une bonne prime? Qu'est-ce qu'on donne comme argent, etc. Donc, voilà, dans le replay, vous verrez qu'on parle de ça aussi.